Et salut, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 32 de Ici de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au sommaire 10 titres, 2 issus de DC Comics, le Aquaman numéro 2 et le Absolute Batman numéro 5, et 8 titres parus chez Image Comics, le numéro 1 de Bug Wars, le numéro 1 de The Seasons, le numéro 2 de Lucky Devils, le numéro 6 de The Moon is Following Us, le numéro 10 de Feral, le numéro 11 de Geiger, le numéro 20 de I Hate Fairyland, et on terminera par le numéro 43 de Ice Cream Man avec les One Page Horror Stories. On y reviendra tout à l'heure. Donc on commence sans plus attendre par DC Comics et par le numéro 2 de Aquaman, toujours scénarisé par Jeremy Adams et dessiné par John Teams. Et je crois que c'est... J'ai un petit doute sur la colorisation. C'est Rex Locus, alors je ne me rappelle plus. Donc voilà, Aquaman The Rising Tide Part 2. Comme vous pouviez le voir lors du précédent cliffhanger, Aquaman avait un petit peu franchi un portail assez étonnant, notamment par rapport à son symbole, ce qu'il pouvait représenter, ce qu'on connaissait déjà notamment par rapport au DC All-In Special, le flipbook. Et puis on avait vu qu'il s'était passé pas mal de choses autour de Darkseid, et puis à cette création d'un autre univers, l'univers Absolute, ça vous le savez si vous avez lu le DC All-In Special, ou si vous le lirez, puisque vous le savez qu'il sera... voilà, il sera compris dans le tome de Justice League Unlimited qui a été annoncé par Urban, à paraître au mois de mai. Donc on a Aquaman qui arrive dans un univers un petit peu particulier, où on voit bien que ça a l'air très très différent. C'est un univers qui est complètement aride, desséché, où on voit bien que là aussi, visiblement, y a pas mal de monde veut mettre la main sur Aquaman et voudrait le remettre un petit peu à la gardienne de ces lieux, celle qu'ils appellent leur reine, leur maîtresse, leur souveraine en quelque sorte. Et on va faire la rencontre de celle-ci, qui s'appelle Jenny Greenteeth. Et voilà, c'est un monde qui est dépourvu d'eau, qui a dépourvu d'eau, pardon, qui a absolument besoin. On a vu qu'Aquaman, depuis assez récemment, depuis Absolute Power, en gros, a un contrôle de l'eau en termes de pouvoir qui est assez intéressant. Il va donc être emprisonné, il va faire là la connaissance de quelqu'un d'autre qui fait partie de l'univers d'Atlantide et qui est bien connu des fans d'Aquaman ou de la continuité. Mais là, encore une fois, dans un autre emploi. Donc ça va être très intéressant. On va vraiment avoir quelque chose de superbe. John Teams, il s'éclate au niveau des dessins, on l'avait déjà dit, c'est franchement très beau ce qu'il nous propose ici. C'est vraiment très bien. Et on va avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire un affrontement entre Aquaman justement et Jenny Greenteeth, avec un cliffhanger qui présage de quelque chose d'assez intriguant. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça change complètement le statu quo du personnage d'Aquaman. On voit bien qu'il y a une volonté de Jeremy Adams à la fois de s'affranchir de la continuité, puisqu'on l'avait vu dès le premier numéro, il y a quand même pas mal de choses qui sont balayées. Il y a une volonté de proposer autre chose. On verra, on ne sait pas trop où on va, mais c'est franchement intriguant. J'ai bien aimé ce numéro 2. Je l'ai moins aimé que le premier, parce que le premier, il avait vraiment quelque chose à la fois d'introductif. Et là, Jeremy Adams s'est amusé à représenter un petit peu là où on en était dans la continuité, puis un petit peu tout casser, tout balayer, pour nous proposer autre chose. C'est plutôt intéressant, intriguant, donc on ne sait pas trop où on va. Donc je vais continuer avec grand plaisir cette série Aquaman. On enchaîne avec un autre titre DC Comics, c'est le Absolute Batman numéro 5. Là, je vous présente une variante cover de Joel Jones, que j'aime beaucoup. La cover régulière, elle est toujours de Nick Dracota, et elle est toujours très bien également. Donc toujours Scott Snyder au scénario, donc Nick Dracota, je viens de le dire, au dessin. Et on a, comment je crois que c'est, je sais plus, c'est Martin à la colorisation, mais j'ai un doute à chaque fois pour son prénom. Frank Martin, voilà, excusez-moi pour ce temps long. Donc on est The Zoo Part 5, j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, alors soit ils nous l'ont annoncé dans les premiers numéros, ils mettaient Part 1 of 5 ou 2 of 5, ou alors j'ai complètement inventé ça, mais donc c'est la 5e partie du premier arc, et ce ne sera pas la dernière. Donc vous avez vu cette double page très dure, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé aux Zoo, enfin on devine le drame qui a un petit peu forgé Bruce Wayne et qui fait en sorte qu'il deviendra Batman. Là on voit justement une conversation assez poignante qu'on peut retrouver dans différentes origin stories entre Gordon et le jeune Bruce. Et donc on avait quelque chose d'assez intéressant, on avait Batman qui négociait, qui transigeait un petit peu avec le leader des Party Animals, qui acceptait d'être financé. En échange de quoi, il fallait qu'il regarde ailleurs et qu'il laisse un petit peu, justement, les Party Animals faire ce qu'ils veulent de Gotham.
Et là, on a une réponse de Batman qui est à la fois effrontée et grandiloquente. C'est vraiment ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire que c'est un Batman qui aime se mettre en scène. On l'avait vu notamment lors des explosions ou de choses comme ça. Là, c'est un petit peu la même chose. On a des scènes d'action qui sont franchement magnifiquement retranscrites par Dragota. Ça fonctionne hyper bien. On sent vraiment la violence des coups. On sent l'ingéniosité aussi du costume de Batman. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'excellent. On continue un petit peu, de manière parfois un peu étonnante, à aller dans différents flashbacks pour nous expliquer un petit peu entre Gordon, qui lui, ici, a un autre emploi. Hein, c'est pas lui qui est à la tête du GCPD. Lui, il veut être maire de Gotham, avec voilà, quelqu'un d'autre qui serait son bras droit et son assistante. J'essaie de pas trop vous spoiler parce que ça sort bientôt dans quelques mois en VF. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve qui fonctionne très bien. J'étais juste un peu surpris parce que j'étais persuadé que c'était la conclusion de cet arc et pas du tout. La conclusion, ce sera au numéro 6. Donc le mois prochain, toujours dessiné par Dragota. Par contre, effectivement, dès le numéro 7, on aura quelqu'un d'autre au dessin. J'ai oublié, pourtant j'ai pensé à regarder. Donc, bah écoutez, c'est un bon numéro, encore une fois, Absolu Batman. J'aime beaucoup, c'est juste qu'il m'a un petit peu perturbé parce que j'étais persuadé que c'était la conclusion de cet arc. Parce que Snyder joue un petit peu encore avec les différentes temporalités, il s'amuse avec le lecteur, il nous donne quelques informations mais parcellaires, et clairement il faudra lire le 6 pour pouvoir complètement reconstituer le puzzle à la fois de cette origin story, à la fois justement, parce que là il y a un cliffhanger dans le 5 qui est très important, de voir à quel point les Party Animals mettent la main sur Gotham, à quel point le peuple de Gotham franchement est foutu et complètement corruptible. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes comme ça, et on va voir donc l'issue de ce premier arc lors du numéro 6, au mois de mars. Voilà pour DC Comics, on enchaîne avec 8 titres parus chez Image Comics. Donc tout d'abord, le numéro 1 de Bug Wars, qui était voilà, une série qu'on attendait pas mal, moi qui m'intriguait un petit peu. En tant que grand fan de Starship Troopers de Paul Verhoeven, je me demandais, je pensais un petit peu que ça allait traiter de ça. Donc Bug Wars, c'est quoi? C'est une nouvelle série donc chez Image, scénarisée par Jason Aaron, dessinée par Mahmoud Asrar, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, et moi c'est toujours un plaisir, j'aime beaucoup Mahmoud Asrar, j'avais notamment pu admirer ses travaux sur les X-Men. Et on a Matthew Wilson à la colorisation. Il y avait une autre cover de Peach Momoko qui était franchement chouette, hein, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de la cover régulière pour ce numéro 1. Donc on commence avec, voilà, façon un petit peu conte ou histoire pour enfants, avec une belle lettrine, etc. On nous raconte un petit peu, justement, bah, comment dire, façon conte, ces espèces de petits bonhommes qui chevauchent des insectes géants, à moins que ce soit des insectes qui sont chevauchés pardon, par des êtres miniaturisés. Bah, c'est ce qu'on va voir un petit peu là aussi. Et on est vraiment au milieu de ce conflit. On nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants. On comprend pas tout. On nous parle d'armées de fourmis. On nous parle de scarabées. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes. On commence par des doubles pages d'affrontement et pour nous présenter un petit peu les différents clans qui s'opposent et qui s'affrontent. Depuis évidemment des années et des années. Comme vous pouvez le voir, franchement, ça fonctionne très bien. Mahmoud Asrar, il est plutôt en forme. Même s'il y a quelques cases qui m'ont un petit peu chagriné. Mais enfin, globalement, le travail est somptueux. C'est vraiment très beau. Et tout à coup, donc, ce peuple s'affronte et ils comprennent pas. Il y a ce qu'ils appellent The Death Storm qui arrive. C'est-à-dire, en gros, une espèce de tempête de la mort. Et cette tempête de la mort, elle fait des ravages terribles. Donc on comprend pas trop ce qui se passe, pardon. Si ce n'est que la transition est absolument géniale. Puisqu'on va comprendre bien évidemment plus tard ce qu'est cette tempête de la mort. Et on va voir que tout simplement, on est dans l'Alabama, et on va découvrir une famille de 3 personnes, donc la maman et ses 2 fils, Slade et Sidney. Clairement, c'est la famille Slaymaker. Hein. Slade, lui, il est passionné d'entomologie comme son père avant lui, son père visiblement qui a subi une tragédie. On n'en sait pas beaucoup plus au départ, dans la lecture de ce premier épisode. Donc lui, Slade, il est passionné d'insectes, et Sidney, lui, il est clairement traumatisé, il les déteste par rapport à ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez le découvrir dans ce numéro. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien, que j'ai trouvé très intéressant, avec notamment, une petite pub ici que j'ai trouvé assez drôle. Hein. Voilà, you spray, they pray. Hein, si vous les vaporisez, et eux, ils vont prier, les insectes. C'est assez drôle, donc voilà. C'est pour une marque de, vous savez, ces genres de bombes un petit peu insecticides. Donc voilà, encore une fois, on a cette relation entre les 2 frangins qui est un peu conflictuelle, qui est compliquée, parce que
C'est vraiment un rapport aux insectes. Donc on se demande un petit peu jusqu'où ça va. On voit que son père était passionné et que il s'est complètement perdu dans sa passion pour l'entomologie, pour les insectes. Il a écrit plein de bouquins, il les étudiait de près, etc. Et il était toujours enfermé dans son bureau. Ce bureau qui est complètement condamné maintenant par la famille qui a décidé de revenir en fait habiter ici, parce que je crois que c'est ça, c'est qu'ils avaient déménagé, puis ils ont décidé de revenir un petit peu là. Et pour cause, on va nous expliquer un petit peu l'origine du trauma de Sydney. Sydney qui va s'en prendre à son frère parce qu'il va complètement péter les plombs. Et puis bah, son frère, du coup, Slade, qui va découvrir quelque chose parce que malgré lui, il va se retrouver dans l'ancien bureau de son père et il va faire une découverte assez incroyable. Et cette découverte, bah, évidemment, elle va le rejoindre un petit peu ce qu'on avait vu en introduction. Donc là, je vous le spoil pas trop. Là, je vous montre un petit peu une carte qui a été dessinée, magnifique. C'est des études qui ont été faites. Donc, en fait, c'est assez intéressant. C'est vraiment un mélange entre Chérie, j'ai rétréci les gosses, Arthur et les Minimoys. Donc là, je vends pas du rêve, vous allez me dire. Donc ouais, Chérie, j'ai rétréci les gosses, pour les plus jeunes, c'était un vieux film avec Rick Moranis notamment. Voilà, un inventeur qui, sans faire exprès, a rétréci sa famille. Donc évidemment, vous imaginez très bien le gimmick et le high concept, à savoir bah, des gens qui ont été miniaturisés dans notre monde, donc tout devient géant. Et c'est un rapport d'échelle qui fait que, voilà, tout objet du quotidien banal devient ici un obstacle ou quelque chose de très compliqué, quoi. Donc, mais de manière beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus trash. Donc vraiment, c'est assez intéressant. On voit bien qu'on va avoir des guerres claniques un petit peu façon Game of Thrones, donc une sorte de mélange entre Chérie, j'ai rétréci les gosses ou Arthur et les Minimoys, il y a un peu de ça, et une sorte de Game of Thrones ou en tout cas d'enjeux beaucoup plus importants à la fois politiques et puis beaucoup de violence. Ça tranche, clairement. Donc ce Bug Wars, je l'ai trouvé franchement pas mal. C'est vraiment intéressant. Il y a un côté monde de Narnia un petit peu aussi, vraiment. À suivre, vraiment très intriguant. J'imagine que c'est une série régulière parce qu'il y a potentiellement énormément de choses à raconter sur le lore. Ouais, franchement, un numéro 1 que j'ai trouvé très engageant et que bah, je continuerai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que les numéros suivants seront tout aussi passionnants. On enchaîne. On enchaîne avec un autre numéro 1, le numéro 1 de The Seasons qui est sorti, je crois, il y a plus longtemps, il y a 1 ou 2 semaines. J'avais hésité à aller sur ce titre. C'est pourtant Rick Remender au scénario, et vous le savez, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. J'ai quasiment pas tous ses travaux, que ce soit en VF ou même en VO maintenant depuis un petit moment. J'étais allé évidemment sur Sacrificers, qui est une de mes séries préférées. J'étais allé évidemment sur Napalm Lullaby. J'étais même allé sur Grommets, une série où on sent bien que Rick Remender raconte tout son amour des années 80 et du skate, notamment. J'avais lu juste un premier issue. D'ailleurs, la dernière sort, je crois, ce mois-ci ou au mois de mars. The Seasons, on commence direct en nous disant un petit flash spécial de la Gazette, de la Global Gazette, de Autumn Seasons. Donc déjà, on se doute bien que The Seasons, voilà, Autumn Seasons, bon, d'accord, donc visiblement les Seasons, ce sont des membres d'une famille. Il va nous les présenter ensuite, et on est le 3 septembre 1924 à Neoker. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, Isoka? Bah oui, c'est ça qui est un petit peu surprenant et assez palpitant dès le départ. C'est-à-dire qu'on a à la fois des éléments connus et des éléments qu'on ne comprend pas trop. 1924, d'accord, on nous donne une date. Ok, Néo-Caire, bon, pourquoi pas. Évidemment, vous connaissez la ville du Caire, sauf que Néo-Caire, c'est un petit peu plus surprenant. Et Autumn Seasons, donc évidemment, là, on comprend très bien que c'est une des 4 filles, donc les 4 filles Seasons, Autumn, Spring, Summer et Winter. Donc Autumn Seasons, qui elle, visiblement, est journaliste, correspondante à Néo-Caire, et elle s'inquiète puisqu'elle dit que Néo-Caire, c'est comme si elle avait disparu. Tout le monde est silencieux. Il ne se passe plus rien dans cette ville. Donc on ne comprend pas trop. Est-ce qu'elle a été rayée de la carte? Est-ce que tout simplement il n'y a plus de vie? Et on voit ces espèces de personnages un peu clownesques, de carnaval ou de la comédia dell'arte qui font leur éruption. Donc assez intriguant. Et puis là, on change complètement. On est dans quelque chose qui est, je dirais, beaucoup plus européen, avec ces routes pavées, des choses comme ça. Ça pourrait être pourquoi pas la France, hein, et ça l'est peut-être, on verra un petit peu plus tard. Et on va suivre cette jeune personne comme ça qui va courir, c'est une course-poursuite entre elle et une lettre, puisque elle c'est une sorte de factrice, hein, c'est celle qui s'occupe du courrier hein, un petit peu dans cet endroit-là. Sauf que cette lettre, on va le voir, elle lui est destinée à elle. Et on va apprendre que c'est une lettre qui vient de sa sœur, tout simplement, de sa sœur, laquelle, bah, c'est ce que vous verrez. Et qu'est-ce qu'elle dit cette lettre? Bah, c'est ce que vous allez découvrir. Pardon.
Parce que là, on suit Spring, voilà. Cette jeune fille en scooter, c'est Spring. Spring va-t-elle parvenir à récupérer cette lettre? Lettre qui va vraiment, avec le vent, etc., subir moult et moult péripéties. On voit que Spring a pas l'air d'être très apprécié au sein de sa communauté, dans ce qui s'apparente à être, et vous l'avez peut-être vu si vous avez vu rapidement sur l'enveloppe de la lettre que je vous ai présentée tout à l'heure, on est en New Golia, je crois que c'est ça. Hein. Golia, tout court. Golia, alors est-ce que c'est la Gaule? Est-ce que c'est... On sait pas trop. On voit une affiche ici, hop, c'est probablement une de ses sœurs Summer, on ne sait pas trop encore. On voit qu'il y a beaucoup de mystères comme ça, en tout cas, les dessins, ah oui, je l'ai pas dit, c'est Paul Azaceta au dessin. Et ça fonctionne très très bien, et c'est Mateus Lopez à la colorisation. C'est vraiment quelque chose que je trouve très beau. Les expressions de visage sont super belles, la colorisation fonctionne très bien. On a quelque chose de très éthéré et très dynamique à la fois. C'est vraiment plutôt haletant, beaucoup de péripéties, beaucoup de choses un petit peu rocambolesques, grotesques, plutôt amusantes. Jusqu'à ce que, bah, pareil, le comics dérive un petit peu, justement, et on revient un petit peu à ce qu'on avait vu à NeoCare en 1924, justement. Et là, on se pose quelques questions, on comprend pas trop, justement. Et puis, bah, le cliffhanger qui est plutôt intéressant, que je vais pas vous révéler, vraiment, justement, vis-à-vis de cette lettre, et encore plus engageant pour la suite. Donc vraiment, c'est un numéro que j'ai trouvé vraiment très bon. Très intriguant, on se demande vraiment de quoi ça va parler. On voit bien qu'on est dans des éléments fantastiques assez forts, mais en même temps, on arrive à trouver plein d'éléments qu'on peut identifier de notre quotidien et de notre vie réelle. Ouais, non, franchement, super intriguant. En plus, c'est un numéro, franchement, assez garni. Hein. Il fait plus de 40 pages, je pense, et au prix de 3,99$. Donc, super effort d'Image Comics. Voilà, encore une fois, Remender, il nous surprend. Et il arrive aussi un petit peu à renouveler sa manière de raconter les histoires, parce que là, ça ressemble pas du tout à Sacrificers ou à Napalm Lullaby. Il y a toujours un petit peu ce côté volontairement elliptique, hein, pour mieux, comment dire, voilà, pour mieux créer ce suspense et cette attente et ce désir de suivre la suite. Et en même temps, on laisse suffisamment d'ingrédients pour justement donner, ne pas perdre le lecteur et lui donner envie de revenir. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, cette The Season, j'ai trouvé vraiment très convaincant. On continue. On continue avec le numéro 2 de The Lucky Devils. Hein. Je vous avais parlé du numéro 1, je crois, lors de l'émission numéro 30. The Lucky Devils, par les créateurs de 8 Billion Genies, Charles Soule au scénario, Ryan Brown au dessin et à la colorisation. Écoutez, on avait eu un numéro 1 que j'avais trouvé vraiment excellent. Donc on suivait les personnages de... j'ai un petit peu oublié leur nom, j'avoue. Bah, je sais plus, donc je vais pas inventer. Mais en tout cas, on suivait deux personnages qui étaient un petit peu des personnages foncièrement bons. On avait lui qui était un prof de philo, elle c'était une infirmière, elle c'est Star, j'en suis sûr, lui j'ai un petit doute. Bon, on y reviendra plus tard. Et on voyait qu'en fait, ils ont vraiment pas de bol dans leur vie, mais ils essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient. Mais en gros, ils ont une vie de merde, quoi. Hein. Voilà, ils ont une vie de merde. Et on voit bien que, par contre, ils sont foncièrement bons dans un univers, un monde, une société qui, elle, est souvent malveillante et veut souvent manipuler, pervertir et profiter de l'autre, hein, plutôt que lui venir en aide. Et c'est un petit peu ce dont il était question, justement, dans le premier numéro, mais on voyait qu'il y avait une éruption de deux petits diables, Collar et Rake. Lui, Collar, il s'occupait justement du pro de philo, Rake, elle s'occupait de l'infirmière, et en gros, elle disait que, ben non, mais ça va pas du tout, on va vous expliquer, et en fait, eux, ils ont un taf. Hein. Comme le montre là, lui, c'est un 6Z. Hein. Ouais, je vous balance plein d'informations, mais... En gros, ici, on va nous parler de pas mal de choses. Là, c'est une croisière des 4Z. Les Z, c'est quoi? C'est les Zeros. Et les Zeros, c'est quoi? C'est les personnes qu'on influence de manière négative. Parce qu'en fait, on a un diable minimum pour 100. On ne peut pas avoir un diable pour moins de personnes. Donc en gros, chaque diable est associé à un humain. Et en fait, il va pouvoir influencer un petit peu les décisions de cet humain-là. Il va essayer de le pervertir, de le rendre mauvais. Et en fait, on dit 1% parce qu'on dit que potentiellement, cet humain-là, il pourrait influencer de manière négative et néfaste une centaine d'humains. Parce qu'il disait que s'il mettait un diable pour chaque humain, très rapidement, c'est l'autodestruction et la fin de l'espèce humaine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir justement comment les personnes accompagnées d'un diable peuvent être amenées à rentrer en conflit l'une avec l'autre. On va voir aussi quel est l'objectif en fait de Collar et Rake, qu'on avait vu dans le numéro 1. Il y a une volonté de se rebeller, de se révolter face à ce monde des enfers qui est finalement
qui est, voilà, ils sont pas d'accord en fait par rapport à l'ordre établi en fait de ce monde des enfers, à savoir qu'il faut être le plus négatif possible, le plus néfaste possible. Voilà, on l'a montré sur la pyramide, hein, ça va de 1%, 1 pour 1000, 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, 1 pour 1 million, 1 pour 10 millions, 1 pour 100 millions, jusqu'à 1 pour 1 milliard. Évidemment, on avait une espèce de petite conférence au départ, je vous l'ai montré vite fait par quelqu'un qui est une star. Voilà, lui c'est une méga star parce que lui c'est un 6Z. Regardez, il tient son micro avec sa queue, je trouve ça génial. C'est un 6Z, 6Z c'est 6-0, 6-0 ça veut dire que c'est un 1 pour 1 million. Vous le voyez ici, sur la valeur d'échelle. Donc il est quand même très haut. Mais il y a du monde au-dessus hein, quand même. Donc c'est vraiment fascinant, sachant qu'on nous dit qu'il y a à peu près... voilà... Enfin bref, il y a... Bon, je me perds, je me perds. Mais en tout cas, Lucky Devil, c'est vraiment une série que je trouve excellente. Donc là, c'est le deuxième numéro, il y en aura 9. Hein. On est dans le deuxième cercle. Vous voyez pourquoi il y aura 9 épisodes. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Et on va vraiment voir un petit peu les conséquences, en fait, du plan de Collar et Rake. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est évidemment, ils veulent un petit peu provoquer tout ça. Ils veulent faire en sorte que leurs poulains, leurs protégés, soient plutôt... puissent changer le monde, mais de manière positive, hein, quand tous les autres le font de manière négative. Et on va voir quel coup de main ces petits diables peuvent donner un petit peu à leurs protégés, afin qu'ils gravissent un petit peu les rangs de la société. Et on va voir quelles sont aussi les conséquences de bonnes actions dans le monde des enfers. Je suis pas très content de la chronique que j'ai faite, je pense qu'elle est un petit peu... elle est un petit peu brouillonne, elle va dans tous les sens, mais vraiment c'est un numéro que je trouve génial. C'est-à-dire que Charles Soule, il a un concept qui est beaucoup plus facile à lire qu'à expliquer. C'est tout simple, en gros, c'est y a pas mal d'humains qui sont accompagnés d'un diable qui veulent un petit peu vous pousser à mal agir. Sauf que voilà, il y a deux diables qui sont tombés sur les deux personnes foncièrement bonnes de l'univers. Donc, et on va voir un petit peu comment ils veulent bousculer leur quotidien, le monde dans lequel ils vivent, des enfers, qui est absolument insoutenable. En gros, c'est ça. Et c'est génial. On continue avec The Moon is Following Us, le numéro 6. Regardez-moi cette magnifique cover de Daniel Warren Johnson. Vous le savez, à chaque numéro, il y a une cover de Riley Rosmo, c'est la cover A. Il y a une cover de Daniel Warren Johnson, c'est la cover B. Ces deux-là, de toute façon, sont forcément associés l'un et l'autre, puisque Daniel Warren Johnson, et lui, effectivement, il est au scénario, mais il est également au dessin. Riley Rosmo, il est également au dessin. Et on a Mike Spicer à la colorisation. Je vous l'ai déjà expliqué, de toute façon, bah là, voilà, une illustration vaut mieux que de longs discours. Là, vous pouvez le voir. Ici, Daniel Warren Johnson ancré dans le réel. Ici, Riley Rosmo dans le monde de fantasy. Donc, c'est assez rare qu'on ait une page de chaque dessinateur l'une à côté de l'autre, mais comme ça, on peut bien voir la différence. On va avoir l'irruption d'un personnage qui nous a été présenté à la fin du numéro 5. On est toujours dans ce monde fantaisiste et où tout est plus ou moins permis. On avait une sacrée trahison quand même, et on nous explique un petit peu mieux, un petit peu plus, les raisons de cette trahison et le pourquoi du comment. Écoutez, c'est toujours Sam Duncan qui sont à la recherche de leur fille, dans un monde absolument délirant, féerique, cauchemardesque, tout ce que vous voulez, en tout cas, vraiment voilà, au proie de l'imagination de quiconque, surtout de cette petite fille Penny. Et là, on va voir que on nous explique que ce monde n'est pas régi normalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément se battre avec des armes classiques, que ce soit des armes blanches ou des armes à feu. Donc Sam et Duncan vont devoir faire preuve d'imagination et de fouiller dans leurs souvenirs pour pouvoir vraiment utiliser des armes efficaces. Regardez-moi ça, cette double page qui est absolument géniale. Écoutez, The Moon is Falling Us, c'est toujours aussi bon, c'est toujours très bien. Il y a pas mal de rebondissements, de twists. La situation se renouvelle pas mal, même si là, on sent comme un essoufflement. Il reste encore quand même 4 numéros. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça assez frénétique, c'est génial. On a des idées, des concepts qui sont excellents. On a quand même déjà pas mal de réponses, donc je me demande comment encore on peut nous tenir en haleine pendant 4 épisodes, ça me semble presque beaucoup. Donc je sens un léger essoufflement dans la série, j'aime toujours autant, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais effectivement, je me pose quelques questions sur les 4 numéros à venir, à suivre, parce qu'il y a... On joue pour l'instant un petit peu sur les codes narratifs, sur 2-3 numéros, on va mettre un retournement de situation assez costaud pour maintenir le lecteur, et ça fait toujours sens. Mais voilà, je me pose quelques questions, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait spoilé. Mais voilà, si jamais vous l'avez lu et que vous voulez en parler, n'hésitez pas, on en parlera ensemble dans les commentaires. On continue avec le numéro 10 de Farrell, cette série que j'aime toujours autant. Scénarisée par Tony Flix, dessinée par Trish Forstner et Ton Rodriguez, et mise en colorisation par Brad Simpson. On a le chapitre 10 qui est Starvation. Voilà, c'est ça le problème, c'est la faim, ils sont affamés. Et
Et pourquoi? Parce que ils sont enfermés suite à ce qui s'était passé à la fin du 9. Il y a, comment dire, un obstacle qui gêne clairement le chemin. Et à côté de ça, ils ont absolument rien à manger. Il y a une mère avec ses petits, et les petits commencent franchement à avoir très mal au ventre, ils sont affamés. Et donc ils envisagent peut-être de manger quelque chose qui n'a pas l'air très sain et qui est peut-être porteur de maladie. Sauf que ce quelque chose, non seulement il est peut-être pas comestible, mais en plus, bah, il est peut-être pas mort. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez terribles. On a aussi les différents chats qui commencent à perdre confiance les uns dans les autres. Ils se demandent un petit peu, je vous rappelle, c'est Elsie qui voulait venir en aide à Lord, mais Lord qui était géré par cette dame, et cette dame qui avait l'air très malade. Et du coup, cette dame, elle décide de les emmener ailleurs, et elle veut les punir, parce qu'elle dit qu'ils se sont très mal comportés, sauf qu'il s'est passé des choses assez terribles. Et on a un cliffhanger que j'ai trouvé très intéressant, je peux pas trop vous le montrer, mais je peux au moins vous montrer une image qui est très intéressante. Parce qu'un ancien compagnon d'infortune ferait peut-être irruption à nouveau, mais on ne sait pas exactement quelle est sa condition. On revient un petit peu, pareil, là aussi, plusieurs numéros en avant, puisque on était dans la forêt, on a été dans un lieu à nouveau, et puis là on ressort, il y a à nouveau un accident qui va les précipiter à nouveau dans la forêt, donc pareil, je trouve qu'il y a un côté cycle un petit peu redondant. C'est mon petit regret aussi pour ce numéro-là. C'est jamais évident, mais bon. Et on voit bien que dès le numéro 11, et c'est sûrement fait exprès, ici on met clairement que Brand New Story Arc, New Readers Start Here. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous n'avez pas suivi Feral depuis le début, le numéro 11, c'est New Reader Friendly. En gros, c'est un point d'entrée potentiel. Oui, c'est sûr, mais enfin bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées, il y a quand même pas mal de choses à savoir, même si c'est vrai que ça peut être résumé en 5-6 lignes. Parce que c'est une série que j'aime beaucoup, hein. Ça se lit très vite et de manière très efficace, mais là pareil, on se demande un petit peu où ça va aller. Un petit peu comme plusieurs séries comme ça, j'en ai parlé pour Kaya, là j'en ai parlé un petit peu pour The Moon is Following Us, ou maintenant pour Feral. Bah on sent qu'un petit peu ça s'essouffle et qu'on essaie de relancer un intérêt, mais en recommençant et en commençant un cycle presque similaire. Forcément, ça va pas être exactement la même chose, mais voilà, moi en tant que lecteur, je me sens légèrement floué et je suis légèrement déçu en fait par voilà, ce procédé narratif en fait de certains auteurs. Même si je peux comprendre, mais si on n'a plus tellement d'idées, faut peut-être faire autrement, quoi. Mais bon, après ça c'est encore un autre débat. On enchaîne, je suis très bavard aujourd'hui. On enchaîne avec le numéro 11 de Geiger. Regardez-moi cette couverture assez intrigante. Mais si c'est Geiger, mais, mais qui est-ce donc? On voyait que forcément, à l'issue du numéro 10, qui était un super épisode, vous avez vu qu'il y avait le retour de Junkyard Joe, il y avait pas mal de choses, il y avait Geiger qui est très inquiet parce qu'il n'arrive pas du tout à maîtriser ses pouvoirs. Enfin, c'est même plus son entourage qui est inquiet parce que lui, il est un petit peu groggy, il est un petit peu à la ramasse. Et ils vont à la porte, littéralement, de quelqu'un pour lui solliciter son aide. Qui est ce quelqu'un? Pourquoi sollicite-t-il son aide? C'est ce qu'on va voir et c'est très intéressant. Il y a Geiger qui se pose beaucoup de questions et c'est pour ça aussi qu'on va voir certains flashbacks par rapport justement à tout ce qui s'était passé, à la porte qui ne devait pas s'ouvrir. On va apprendre aussi, on va le revoir avec le professeur Molotov. On va voir que Geiger avait déjà commis l'irréparable par le passé, ça on le savait déjà, mais je me rappelais plus qu'on le savait à ce point-là. Et là on va voir que, très honnêtement, dans ce numéro, j'ai trouvé que Ty Geiger est un sale con. Voilà. Il est absolument insupportable. Tout le monde lui propose de l'aide, lui il dit non, faites pas chier, je vais me casser, allez je me casse, allez venez avec moi, non, vous voulez pas, je me barre tout seul. Enfin, il est lourd. On a Junkyard Joe qui lui aussi se pose beaucoup de questions, a un petit pétage de plomb, qui inquiète tout le monde, et finalement, c'est trop mignon, Zigzag et Barney viennent le consoler. On voit bien qu'on a une espèce de nouvelle troupe, nouvelle famille, avec Geiger, Nuclear Knight, Junkyard Joe, Zigzag et Barney, sauf que c'est Geiger qui lui veut s'en affranchir, comme s'il voulait pas à nouveau des compagnons. Ça me fait un petit peu penser à ce dont on a pu parler un petit peu avec les copains de Manga Saucisse lorsqu'on parle de Berserk. Guts qui, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais voilà, qui est quelqu'un qui a été traumatisé par ce qu'il a pu connaître, et il a peur de reconnaître cette même situation. Donc dès qu'il y a quelque chose qui visiblement lui sourit en fait dans sa destinée, il s'en méfie systématiquement parce qu'il est pas dupe, il sait très bien que ça va pas durer. Donc vraiment un numéro que j'ai trouvé génial, même si j'avais envie de mettre 2-3 taquets là derrière la tête à Geiger parce qu'il commençait à me gonfler un peu. Mais heureusement, Nuclear Knight est là, et c'est presque le personnage qu'on préfère.
Donc c'est plutôt intéressant. Et on a aussi un super cliffhanger qui va revenir un petit peu justement sur le pourquoi de la présence de Junkyard Joe. Non, vraiment, Geiger, super. Hein. Depuis quelques épisodes, en plus, on voit bien que ça va crosser, hein, ça va croiser avec les différentes séries de l'univers The Unnamed, où vraiment la Ghost Machine s'étoffe un peu. Et voilà, c'est pour notre plus grand plaisir. On continue avec I Hate Fairyland, le numéro 20, le dernier numéro de cet arc Happy Endgame, où vous le voyez, il y avait un petit peu tous les personnages libres de droit qui venaient filer un coup de main dans l'opposition Gert Happy. Vous le savez, encore une fois, c'est un arc que je trouve assez génial, assez jubilatoire, parce que vous le voyez, hein, ça va défourailler dans tous les sens, que ce soit Boucle d'Or et ses ours, que ce soit du Peter Pan, du Mickey. Mickey, il est trash. Hein. Que ce soit du Réponse. Regardez-moi ça. Bah oui, forcément, strangulation capillaire. Vraiment, on a des choses qui sont absolument géniales quand vous regardez les détails. Toujours Scotty Young au scénario, Brett Bean au dessin, Jean-François Boulet à la colorisation. Moi, je vous le dis, c'est vraiment, vous le voyez, hein, il y a plusieurs pages sans texte où c'est juste du trash et ça découpe dans tous les sens. Bah, c'est Scotty Young en roue libre qui se fait plaisir. Hein. Et c'est hyper drôle, encore une fois, hyper fun. On va voir quelque chose. Pourquoi Happy est-elle aussi forte? Pourquoi est-elle invincible? Mais ça ne va pas durer. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on va voir vraiment quelque chose que je trouve très intéressant qui va s'apparenter vraiment à un dénouement. Et là, Scotty Young, qui va encore une fois jouer avec le lecteur de manière très maligne. Moi, au bout de quelques pages, je me suis dit à un moment, bah c'est terminé, en fait. Ah, mais ils nous l'ont pas dit, mais en fait, c'était le dernier numéro de I Hate Fairyland, deuxième série. Et vous verrez, je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment quelque chose que je trouve très drôle, très amusant. Et voilà, on peut se moquer. Là, tout à l'heure, je disais, oh, il y en a marre de revenir en arrière pour reproposer un second cycle. Bah, sauf si on le fait avec intelligence et avec un petit peu ironie. Ça peut être vraiment très cool. Et de toute façon, I Hate Fairyland, c'est pas une série qu'il faut prendre au premier degré, clairement pas. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est un gros délire assumé, quoi. Donc voilà. Et c'est parfois, quand on lit un petit peu entre les lignes, ça peut être aussi une vraie critique acerbe aussi, d'une certaine manière de raconter des histoires, ou parfois de la manière dans laquelle on vit, de la société dans laquelle on évolue. Donc franchement, une super série à suivre. Je termine avec le numéro 43 de Ice Cream Man. Et oui, c'est pas souvent que je prends un single, mais c'est vrai que Decompression in a Wake en deluxe, hein, cette espèce de... Vous avez en fait regroupé les numéros 39 et 40 hein, pour raconter une histoire qui se passe en 5 secondes. Bah, c'est un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé dans un issue de secours. Pourquoi j'ai pris ce numéro 43? Parce que vous le savez, c'est les One Page Horror Stories. C'est quand ils avaient fait pas mal de pubs pour une fois Ice Cream Man, où ils avaient annoncé ça en grande pompe. Où il y a pas mal d'auteurs invités, puisque c'est une page, une histoire. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez qui? Vous avez principalement W. Maxwell Prince, évidemment, qui est le scénariste de Ice Cream Man. Toutes les histoires sont dessinées par Martin Morazzo, sauf Good Old Neon pour la page 3, Zoe Thorogood pour la page 13, Ashley Walker pour la page 19. Voilà. Oui, c'est tout. Mais par contre, on a du Grant Morrison, on a du Matt Fraction, on a du Kelly Shu DeConnick, on a du Jeff Jones, on a du Dennis Camp, du Zoé Thorogood, donc, du Patton Oswalt, du Jeff Lemire, du Frank Barbieri et du Golden Neon. Voilà, pour avoir suivi un peu tout le monde. Alors, écoutez, l'exercice est génial. Moi, c'est ce que j'adore chez W. Maxwell Prince, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit encore pour le single issue. C'est très très rare. Il y en a quasiment plus. Ils sont une poignée. Et vraiment, c'est ça que j'adore chez ce mec-là. C'est-à-dire qu'il fait des choses hyper expérimentales, que ce soit dans Ice Cream Man, vous avez quasiment une histoire, un numéro, et souvent un concept, un numéro, que ce soit dans AA, qu'il avait proposé aussi, que ce soit dans Swan Songs. Swan Songs qui était vraiment très bien, qui était un petit peu les chants du cygne, c'est-à-dire la fin de quelque chose, et c'était en 6 numéros, et chacun des numéros commençait par The End of, donc la fin de. Et vraiment, il y avait des numéros qui étaient poignants, qui m'avaient versé une larme, notamment le premier qui était magnifique. Il y avait des numéros inégaux, il y en a un que j'avais beaucoup moins aimé, mais d'autres que je trouvais excellents, ne serait-ce que par le concept, comme là, vous voyez, on a carrément un numéro en prose que j'ai trouvé assez bouleversant, donc à chaque fois c'est une espèce d'histoire horrifique, évidemment. On a aussi quelque chose que j'ai trouvé plutôt audacieux, de montrer carrément une photo, une page de journal de la réélection de Trump, en nous disant « Sometimes the sequel is much scarier than the first one ». Génial. Ça évidemment c'est un rajout. Hein. Donc parfois la suite est bien plus effrayante que le premier. Bah ouais, tu m'étonnes.
Donc on a vraiment, comme vous voyez, des concepts, un concept par page. Ça c'était assez excellent. Ça c'était plutôt marrant aussi. Je crois que c'est l'histoire de Jeff Jones, celle-là, ouais. C'était plutôt cool, mais il y a aussi des histoires qui tombent à plat. On peut pas tout raconter non plus. Ah ça génial. Ça c'était excellent. Je sais plus qui l'a fait, c'est là. Je vais vous le dire. C'était vraiment très bon. Tac tac tac. C'est Real Page Turner, c'est Dennis Camp. Là vous avez l'histoire de Dennis Camp. Elle est vraiment très bien. Si vous appuyez sur pause pour la lire, elle est vraiment excellente. Et là, c'est celle de Zoe Thorogood, qui est très émouvante, qui fait référence à James. Et de toute façon, tout cet épisode, enfin, tout ce numéro 43 est une... voilà, disons que j'ai du mal à parler. Et à l'honneur de James Thorogood, je crois que c'est le frère de Zoe Thorogood qu'elle a perdu. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais n'hésitez pas à me corriger ou me confirmer dans les commentaires. Donc on a des histoires que je trouve absolument... très intéressantes, certaines très bonnes et certaines complètement dispensables. Je vais pas vous le cacher, il y a bien la moitié des histoires où on se dit ouais, bon, ok. Donc c'est plutôt sympa. Celle-là, elle est assez terrible sur le traumatisme et sur des images dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et évidemment, on est toujours dans la frontière réelle, fantastique, horreur. Ici, c'est un bon classique sur le personnage de Rick de Ice Cream Man qui aurait une emprise sur les lecteurs. Ça fonctionne toujours très bien. Quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, mais là, ça fonctionne aussi très bien. Non, non, en fait, plus je relis, plus je me dis qu'on a des épisodes qui sont vraiment très chouettes et très tristes. C'est à la fois horrifique et c'est aussi l'horreur de la vie. Ces deux épisodes sont très beaux sur à la fois le temps qui passe et le deuil du temps, ou le deuil de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut perdre. On a aussi des choses très conceptuelles, comme juste ça, de Good Old Neon, qui nous propose voilà, des mots négatifs autour de la maladie, de la mort, de choses comme ça qui sont assez surprenantes. Là aussi, assez génial, hein, sur les résolutions de nouvelles années. Et tout est une question d'interprétation. En fait, je me dis, à la première lecture, il y a pas mal d'histoires qui m'ont laissé ouais, bof. Et en fait, à la relecture, vraiment, je me dis que ça valait vraiment le coup. Il y a vraiment des histoires qui vont me rester longtemps dans la tête parce que elles proposent quelque chose d'assez singulier. Et la dernière histoire, The Monster. Je crois que c'est Momo. Momo, il en fait deux. Momo, c'est Grant Morrison, hein, pardon. Donc voilà, et on peut le voir ici, In Loving Memory of James Thorogood. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt fort quand même. Déjà, un épisode de concept qu'on en voit rarement, et ça déjà, ça fait toujours du bien. Et en plus, il y a certains récits que j'ai trouvé assez poignants, assez terribles, assez démoralisants, et certains complètement dispensables. Donc bon, à boire et à manger, comme dirait l'autre. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce numéro 32 d'Issue de Secours. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des petits commentaires. Donc, petite synthèse, ouais, je suis complètement dans tous les sens ce matin et je m'en excuse. En gros, toujours aussi bon mes titres d'ici Comics. La Aquaman Absolute Batman, c'était vraiment cool. Hâte de lire la conclusion d'Absolute Batman avec le numéro 6. Bug Wars, franchement, c'est une bonne introduction. The Seasons aussi, que j'ai trouvé très très intriguant. Lucky Devils, toujours aussi bon. The Moon is Following Us, très bien, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai quelques petites réserves. Farewell, pareil. Par contre, Geiger, aucune réserve, c'était vraiment excellent. I Hate Fairyland, j'adore, et a priori, ça va continuer. Et puis ce Ice Cream Man, vraiment, je salue complètement l'initiative et le fait que W. Maxwell Prince continue d'écrire pour le single issue. Je trouve que ça cool qu'il n'oublie pas aussi la première forme du comic book. Voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous le disais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Et on ne fait que grandir et c'est extraordinaire, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. Merci encore. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine émission, sans doute mercredi prochain, dans l'émission sur la chaîne de Mindphobia d'Encre de Bulle, et puis à très bientôt sur la chaîne. Salut, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, à très bientôt, ciao.